Europe Matin, Patrick Cohen. À la une ce matin, la réforme de la SNCF en Conseil des ministres et cette information Europe 1, il y a bien un plan pour les petites lignes. En face des syndicats décidés à aller au conflit, quelle ampleur, quelle durée, quelles exigences? Laurent Berger, CFDT, sera notre invité à 8h15. La mort d'une star de l'astrophysique, Stephen Hawking, le corps détruit, l'esprit génial. Il avait 76 ans. Bertrand Cantat, violemment pris à partie par des manifestants à Grenoble avant un concert. Dans ce journal, la défiance des campagnes à l'égard du pouvoir, c'est l'enquête du 8h avec Pauline Jacot. La crise entre Londres et Moscou avec la Russie qui menace de riposter. À Marseille, des squatteurs délogés par les propriétaires eux-mêmes sous les yeux de la police. Et Renaud qui annonce son retour en studio en vue d'un disque pour enfants. La bataille du rail aura bien lieu. Philippe Martinez l'a confirmé hier soir à Matignon à la sortie de son rendez-vous avec Édouard Philippe. Le gouvernement a choisi l'affrontement avec les cheminots, dit le leader de la CGT. C'est demain que l'intersyndicale décidera d'une grève reconductible sans doute à la fin du mois de mars. Et c'est ce matin que le projet de loi d'habilitation qui permettra au pouvoir d'agir par ordonnance sera sur la table du Conseil des ministres. Ouverture à la concurrence, transformation de la SNCF en société nationale à capitaux publics et suppression du statut de cheminot pour les nouvelles recrues. Tout cela est connu. Ce qui ne l'est pas, et vous nous le révélez ce matin, Aurélien Fleureau, c'est ce que la SNCF envisage à l'avenir pour ses lignes les moins fréquentées. Il y a bien un plan qui pourrait conduire à la fermeture de plusieurs milliers de kilomètres de lignes. À la SNCF, on distingue deux cas de figure. Le premier, pour les lignes qui peuvent être rentabilisées. Il est envisagé de les donner ou de les vendre aux régions qui seraient alors seules en charge de leur gestion. L'objectif pour la compagnie étant de faire baisser ses coûts d'exploitation et de maintenance. L'autre cas de figure, celui qui est redouté par les syndicats de cheminots, concerne les lignes peu fréquentées avec seulement quelques dizaines de voyageurs par jour. Elles pourraient être remplacées par des bus ou de l'autopartage, mais pas question de les délaisser, nous dit-on. Une dizaine de liaisons par bus pourraient par exemple être mises en place pour compenser la fin des 2 allers-retours quotidiens en train. Les régions n'y sont pas totalement opposées, mais à condition qu'au final, ça améliore l'offre de services publics. Ça ne se fera donc que progressivement et au cas par cas. Des informations Europe 1 d'Aurélien Fleureau. Et voilà qui risque d'alimenter encore le procès fait au pouvoir de mépris des territoires. Emmanuel Macron sera aujourd'hui et demain en Touraine, une visite de 2 jours sur le thème de l'apprentissage, mais qui vise aussi à se réconcilier avec le monde rural. Un monde en colère, c'est l'enquête du 8h. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour. D'abord le constat dans les petites villes et les villages, des zones où les seniors sont nombreux. Les habitants ont le sentiment d'être les laissés pour compte de la politique d'Emmanuel Macron. Ah oui, comme s'il avait donné le coup de grâce à ces retraités modestes. Un sentiment partagé à Descartes, Cusset, tous ces petits villages de 400, 500 habitants qui maillent le département. Dans ces petits bourgs, habités surtout par des plus de 65 ans, la hausse de la CSG a entamé le pouvoir d'achat et avec la réputation du président. Mais c'est de la folie, quoi. La perte de pouvoir d'achat qu'on a eue, mais c'est de la folie. Macron, je pense qu'il s'en fout complètement, ça c'est clair. Hein. La CSG, je suis très colère, moi. Sur une petite retraite, quand on vous retire à nous deux avec mon mari, ça fait 60 € par mois. Quand on vous enlève 30 € sur un truc, ça fait un plein d'essence, hein, donc ça a mal passé. Ils pensent d'abord à eux, et puis après les autres, ils crèvent de faim. Il y aura davantage de riches, mais il y aura davantage de pauvres aussi. Hein. Rupture encore lorsqu'ils évoquent la hausse du diesel, taxe souvent qualifiée d'injuste par ces habitants d'Indre-et-Loire qui doivent prendre tous les jours leur voiture, 50, 60, 70 km en une journée. Forcément, ce n'est pas la même dépense qu'en ville, disent-ils. Et chez les plus jeunes, Pauline, la rupture avec Macron est moins évidente, mais beaucoup sont déçus. Oui, parce que dans ces communes, Macron n'a pas vraiment l'image du président qui réforme les jeunes. Ils ne sont pas nombreux à choisir de rester dans ces territoires. Et ceux qui s'y maintiennent veulent plus d'élan, plus de dynamisme, des qualités que Jean-Pierre avait pourtant décelées chez Emmanuel Macron quand il avait voté pour lui aux 2 tours de la présidentielle. Il n'y a pas de volonté de vouloir amener la ruralité vers le 21e siècle. Bien au contraire, on continue toujours à vouloir regrouper, centraliser. On voit que sa modernité, finalement, c'est la continuité, quoi. Et sans réseau, sans 4G ou sans fibre, sans coup de pouce présidentiel, c'est compliqué de se débrouiller tout seul, conclut-il. Et puis aujourd'hui, il y a tout un contexte des classes qui ferment, des médecins qui ne trouvent pas de remplaçants. Comment est perçue la politique d'Emmanuel Macron là-dessus ? Eh bien, sur les déserts médicaux, on attend encore avant de juger. Le centre Val-de-Loire est la pire région de France. Un seul médecin pour 830 habitants, 8 mois d'attente par exemple pour un ophtalmo. En revanche, très peu de compassion sur la fermeture des classes. Un management à la calculette, me dit un parent d'élève, une vision
de technocrate parisien qui ne comprend pas la vraie vie. Enquête de 8h signée Pauline Jacot. Merci beaucoup Pauline. L'économiste, encore cette promesse, cette perspective que vous nous révélez, Nicolas Barret, les salaires devraient augmenter cette année, ce qui n'a pas du tout été le cas en 2017. Oui, il se passe quelque chose de très intéressant et d'inédit. L'an dernier, les créations d'emplois sont reparties très fort, mais pas les salaires. Or, habituellement en France, c'est le contraire. Dès que la conjoncture s'améliore, les salaires augmentent, mais l'emploi ne suit pas. Ceux qui sont en place profitent de l'embellie au détriment des chômeurs. Or, l'an dernier, la reprise a profité à l'emploi, mais pas au salaire. Alors, c'est ce qui va changer cette année. Voilà, les entreprises prévoient en effet en moyenne 2% de hausse de salaire, toutes catégories confondues. Les responsables des ressources humaines le disent, la pression est très forte lors des négociations annuelles qui se déroulent en ce moment. C'est encore plus net évidemment dans les secteurs en tension, ceux où l'emploi se fait plus rare. Chez Siemens, la hausse est de 2,2%, chez PSA de 2,3% pour les cadres. Dans la construction, secteur très tendu, les salaires ont déjà bondi de 3,4% l'an dernier. Alors avec 2,2% de croissance prévu cette année, il y aura une forte pression sur les employeurs pour que cela se traduise sur les feuilles de paye, même si ça n'est pas très vertueux et si ça risque de jouer contre l'emploi. Nicolas Barret, le directeur de la rédaction des Échos, merci. Europe 1, il est 8h06. Mais que fait la police ? Vous allez forcément vous poser la question à l'écoute du reportage de la correspondante d'Europe 1 à Marseille, Nathalie Chevance, lors de l'expulsion de squatteurs d'un immeuble des quartiers nord, des dealers, des trafiquants qui ont été délogés, non pas par les forces de l'ordre, qui étaient pourtant présentes, mais par les propriétaires eux-mêmes. Depuis 1 an, l'appartement de Véronique est squatté par un réseau de migrants albanais. Ils ont forcé la porte blindée au chalumeau, détourné l'eau et l'électricité, installé une famille albanaise qui paie 200 € de loyer aux placeurs. Mais aujourd'hui, la propriétaire qui a porté plainte en vain, soutenue par un voisin, tente de récupérer son bien. C'est moi qui suis la propriétaire. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Ah oui. Qu'est-ce que vous faites avec l'eau là ? Là, ils ont branché le tuyau directement sur l'arrivée d'eau. Vous ne pouvez pas rester ici. C'est pas possible. Un tiers des logements sont squattés, une centaine d'appartements avec des guetteurs qui surveillent. Le réseau a pris possession de certains bâtiments, comme le dénonce Johan Mahé, porte-parole des propriétaires. On a un réseau qui met des femmes dans les appartements. Il n'y a pas que de la prostitution, il y a aussi des trafics de métaux. Et ça fait des mois qu'on est en train de le dénoncer au pouvoir public, à la ville de Marseille, ou même à la police, et rien n'est fait. Donc les propriétaires se sont rebellés en disant on va se faire justice nous-mêmes. Moi j'ai demandé à ce que les propriétaires viennent non armés. Je sais que certains l'étaient. La police nous a laissé faire effectivement en nous mettant en garde à la moindre violence qu'on serait nous aussi embêtés. Bilan, une quinzaine d'expulsions sans effusion en attendant la prochaine opération des logements totalement hors la loi. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1. Europe 1. Il est 8h09, Patrick Cohen. À 21 ans, il apprend qu'il souffre de la maladie de Charcot. Les médecins ne lui donnent que 2 ans à vivre. Il se trompe, même si Stephen Hawking a passé l'essentiel de sa vie cloué dans un fauteuil et privé de parole. Son esprit est intact. Et quel esprit! Hawking a été le premier scientifique à concilier les 2 grandes théories de l'univers, la relativité générale d'Einstein pour expliquer l'infiniment grand et la mécanique quantique pour l'infiniment petit. Prestige mondial, popularité planétaire, nous disait tout à l'heure notre spécialiste Alain Sirou à 7h20. Ce qu'on ignore, c'est que c'est un des plus grands collecteurs de fonds de la science depuis des générations. Sa maladie lui donne une image. Quand il écrit son premier livre, il fait 9 millions d'exemplaires, c'est énorme. Et après, il va se promener dans le monde entier pour essayer de récolter de l'argent, d'avoir des sponsors. Et ses derniers travaux sont d'essayer de poser des questions fondamentales sur l'origine du monde, mais aussi la communication avec les extraterrestres, en cherchant les moyens de réussir à fabriquer des instruments scientifiques pour y parvenir. Stephen Hawking, qui vivait à Cambridge, au nord de Londres, vient donc de mourir à 76 ans. On l'a appris cette nuit. À propos d'infiniment petit, c'est par tweet donc que Donald Trump a congédié son chef de la diplomatie. Un simple tweet. Dans la foulée, la Maison-Blanche a aussi viré le diplomate qui avait dit à la presse que Rex Tillerson avait appris son limogeage par un tweet. Le nouveau secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, jusqu'ici chef de la CIA, est un adversaire déclaré de l'accord sur le nucléaire iranien, de l'accord de Paris sur le climat et de toute concession à la Corée du Nord. Après l'empoisonnement de l'ex-espion russe en Angleterre, l'ultimatum de Londres expire ce matin, mais Moscou déjà menace de riposter en cas de sanctions à son encontre. Jean-Sébastien Soleini, vous êtes à Moscou pour Europe 1. La Russie pourrait expulser tous les journalistes britanniques ? Oui, c'est le résultat des menaces échangées entre Vladimir Poutine et Theresa May. La première ministre britannique a émis l'hypothèse de retirer sa licence d'émission à la chaîne Russia Today, considérée comme étant un organe de propagande de Moscou. Londres attend des explications que Vladimir Poutine ne donnera pas. La diplomatie russe prévoit même des sanctions
sanctions en retour, interdire à tout journaliste anglais de travailler sur son sol. J'ai pu échanger avec certains d'entre eux hier soir. Personne ne souhaite s'exprimer publiquement, mélange de pression et d'embarras. Il y a même eu une réunion de crise dans les locaux de la BBC à Moscou. Là encore, pas de réaction dans les médias russes, pas un mot. Ici, nous sommes à 5 jours de l'élection présidentielle et la première chaîne publique préfère s'intéresser à un coup de filet anticorruption au Daghestan. Jean-Sébastien Saldaini en ligne de Moscou pour Europe 1. Cette dernière minute, l'État français va assigner Google et Apple en justice devant le tribunal de commerce. Bruno Le Maire l'annonce. En cause leurs pratiques commerciales jugées abusives envers les start-up françaises qui développent des applications. Google et Apple sont notamment accusés de modifier des contrats de manière unilatérale et d'imposer leurs tarifs. Europe 1, il est 8h11. On le disait à nouveau, malade et dépressif après sa tournée sur scène, Renaud annonce son retour en studio. Mathieu Charrier. Oui, avec ces quelques mots de Renaud rapportés dans le journal Le Parisien, je rentrerai en studio dans 8 jours. Alors il s'agirait d'un album de musique pour enfants qui compterait une douzaine de titres déjà écrits. Les musiques sont également composées en partie par Ronan Luce. Roman Cerda, ex-femme de Renaud, mère de son fils, Malone, lui a également écrit 2 chansons, dont une qui s'intitulerait Mes copains, selon nos confrères. Alors cet album de chansons pour enfants, ça fait longtemps que Renaud en a envie. Écoutez ce qu'il disait il y a 15 mois dans l'émission Europe 1 Music Club, invité de Jean-Philippe Ballas. Ça veut dire que déjà, à Noël prochain, je sors un album je vais enregistrer d'ici là, un album de chansons pour enfants, avec plein de gros mots dedans, comme ils aiment. Et j'espère que ça va les faire marrer. Il faudrait faire des spectacles que pour les enfants. Et on arrive à être adulte quand on s'appelle Renaud ? Mais j'espère que non. Arriver à être vieux sans être adulte, comme disait Jacques Brel. Voilà, reste à savoir maintenant si Renaud sera suffisamment en forme pour enregistrer cet album. On sait qu'il est fatigué après sa très longue tournée, que certains de ses démons sont revenus le hanter, qu'il a même passé plusieurs semaines en maison de repos. Mais il a la volonté désormais donc d'enregistrer ses chansons, même si du côté de la maison de disques, on se montre encore très prudent. Merci à vous Mathieu Charrier. Et puis, les passions continuent de se déchaîner autour de Bertrand Cantat, le chanteur violemment pris à partie hier soir avant son concert à Grenoble au cri de « Assassin, casse-toi ». Dans un message Facebook, l'ex-chanteur de Noir Désir a dénoncé un retour au Moyen-Âge. On va y revenir tout à l'heure à 9h avec notre chroniqueuse Nadia Dam et l'avocat pénaliste Henri Leclerc. Europe 1.